Donald Trump a juré mot pour mot que sa salle de bal ne coûterait pas 10 cents aux contribuables américains. Sauf qu'il y a un détail qu'on ne vous a pas dit. La Cour d'appel du circuit de Washington vient de trancher. 2 juges contre 1. Le verdict est sans appel possible dans l'immédiat. La construction de la salle de bal de Donald Trump est bloquée. Pas suspendue, pas retardée, bloquée. Et cette décision confirme un jugement plus ancien, rendu par un tribunal fédéral de première instance, qui disait déjà la même chose depuis des mois. Ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est pas vous balancer une punchline émotionnelle et passer à autre chose. Je veux vous montrer, phrase par phrase, ce que cette Cour a réellement écrit. Parce que derrière cette histoire de chantier arrêté, il y a 2 choses qui se cachent. La première, c'est un mensonge juridique documenté noir sur blanc par des juges fédéraux. La seconde, c'est un mensonge sur l'argent, votre argent, qui n'est même pas encore complètement sorti au grand jour. Et les deux se répondent d'une façon qui, une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus l'ignorer. D'après l'arrêt de 100, une page rendue par la Cour d'appel du circuit de Washington dans l'affaire National Trust for Historic Preservation contre National Park Service, 2 juges ont voté pour bloquer le projet. La juge Patricia Millett, nommée sous Obama, et le juge Bradley Garcia, nommé sous Biden. Une 3e juge a voté contre. Ce n'est donc pas l'unanimité. Mais la majorité, elle, a été d'une sévérité rare dans le ton employé. Voici comment la Cour ouvre son raisonnement. La Maison-Blanche appartient au peuple américain. Sous la clause de propriété de la Constitution, c'est le Congrès. Et seulement le Congrès qui a l'autorité pleine et entière sur ce bâtiment et le terrain qui l'entoure. Chaque président n'est qu'un locataire temporaire, pas un propriétaire. Ce sont les mots exacts de la Cour, pas les miens. Et la Cour ne s'arrête pas là sur l'histoire du bâtiment. Elle rappelle que depuis 2 siècles, chaque modification, chaque agrandissement, chaque réparation de la Maison-Blanche est passée par le Congrès. Même après l'incendie de 1814, quand les troupes britanniques ont mis le feu à la résidence pendant la guerre de 1812, c'est le Congrès qui a voté les fonds pour la reconstruction. 2 siècles de précédents constants, respectés par tous les présidents précédents jusqu'à celui-ci. Et voilà où ça devient intéressant. Sur 3 jours seulement, en octobre 2025, sans la consultation promise, sans la permission du Congrès, l'aile est tout entière de la Maison-Blanche a été rasée au bulldozer. Rasée. Pour laisser place à une salle de bal de plus de 8500 mètres carrés, financée, disait-on, uniquement par des fonds privés. La Cour écrit une phrase qui mérite d'être répétée lentement. Elle dit n'avoir connaissance d'aucun précédent dans l'histoire américaine. Aucun cas où un président a démoli, seul, avec des fonds privés, une portion substantielle de la Maison-Blanche, construite avec l'accord du Congrès et l'argent des contribuables. Aucun précédent. Jamais. Jusqu'à maintenant. Attendez, parce qu'il y a un piège dans cette histoire. Et Donald Trump a essayé de s'y engouffrer. Face à l'injonction du tribunal, son administration a changé de discours en cours de route. D'abord, on affirme que le chantier du bunker souterrain et celui de la salle de bal au-dessus sont 2 projets indépendants. Puis, une fois bloqués par la justice, on affirme soudain l'inverse. Que la salle de bal est en réalité un bouclier indispensable au bunker, aux infrastructures médicales, à la sécurité du président lui-même, et qu'on ne peut donc pas y toucher. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste une question de sécurité présidentielle, mal comprise par des juges déconnectés du terrain. Sauf que non. La Cour a lu les 2 versions, l'une après l'autre, et elle a tranché sans détour. L'administration affirme aujourd'hui que le bunker et la salle de bal formaient un tout inséparable depuis le début. La Cour écrit que cette version entre en conflit direct avec les déclarations antérieures faites devant ce même tribunal. En clair, ils ont dit une chose, puis l'inverse, selon ce qui les arrangeait au moment où ils le disaient. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement qu'un projet de construction ait été mal ficelé. C'est qu'un gouvernement fédéral entier ait changé de version devant un tribunal uniquement pour sauver un chantier de prestige. Ce n'est pas une maladresse administrative, c'est une stratégie testée en direct devant des juges fédéraux et elle a échoué. Alors la Cour a fait un compromis, mais un compromis très précis qu'il faut bien comprendre. Tout ce qui est souterrain peut continuer. Le bunker, l'abri anti-bombe, les infrastructures militaires et médicales, à condition que ce soit strictement nécessaire à la sécurité du président et à l'intégrité structurelle du site. Mais tout ce qui est au-dessus du sol,
la salle de bal elle-même, l'endroit où l'on prévoyait des réceptions pour près de 1000 invités, ça c'est gelé. La Cour dit littéralement qu'elle n'achète pas l'idée que la salle de bal serait un simple bouclier de sécurité. Ce n'est pas un abri antiaérien déguisé, c'est une salle de réception. Il faut aussi rappeler comment on en est arrivé là, parce que la bataille juridique elle-même est révélatrice. Le tribunal de première instance a d'abord émis une injonction générale, bloquant toute construction dans l'aile. Face à ça, les avocats de Donald Trump ont plaidé que sa sécurité personnelle était en jeu, que la salle de bal servait en réalité de bouclier pour le bunker et les infrastructures médicales souterraines. La Cour d'appel a alors demandé au tribunal de clarifier son ordonnance. Le tribunal a répondu très précisément. Le souterrain peut continuer, le dessus doit s'arrêter et il faudra démontrer, projet par projet, que chaque élément en surface est strictement nécessaire à la sécurité présidentielle. C'est cette clarification précise et méthodique que la Cour d'appel vient de confirmer intégralement. Ça rappelle furieusement le cheval de Troie. On fait entrer un projet géant par la porte de la sécurité nationale, une porte qu'aucun tribunal ne veut ouvrir grand parce que personne ne veut être celui qui a affaibli la protection du président. Et une fois la porte entrouverte, on essaie d'y faire passer autre chose que ce pourquoi elle a été ouverte. Sauf que cette fois, la Cour a regardé à l'intérieur du cheval avant de le laisser entrer. Voilà le premier mensonge établi noir sur blanc par une cour fédérale. Mais c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Il y a un deuxième fil, presque invisible dans la couverture médiatique classique, et il touche directement votre portefeuille. Rappelez-vous la promesse initiale de Donald Trump. Il l'a répétée en plusieurs occasions publiques, presque mot pour mot à chaque fois. Cette salle de bal ne coûtera pas un centime aux contribuables. $0 public. Tout viendrait de donateurs privés, d'entreprises, de mécènes fortunés et heureux, de laisser leur nom gravé quelque part dans le marbre. Sauf que les documents obtenus et publiés par le Washington Post en juin 2026 racontent une histoire complètement différente. Le budget du projet, d'abord annoncé autour de 400 millions de dollars, est monté à environ 600 millions. Et sur cette somme, la moitié provient de sources fédérales, 155 millions de dollars du budget des services secrets, 149 millions du bureau militaire de la Maison-Blanche, 3 millions supplémentaires de la résidence exécutive elle-même. Tout ça, ce sont des fonds publics financés par vos impôts, malgré la promesse répétée d'un projet entièrement privé. Regardez bien ça, un chiffre annoncé, 400 millions entièrement privés, promis publiquement à plusieurs reprises. Un chiffre réel documenté, 600 millions, dont la moitié vient directement du budget fédéral. C'est pas une question d'arrondi comptable. C'est l'écart entre ce qu'on vous a vendu et ce qui s'est réellement passé. Mettons ces chiffres à l'échelle humaine un instant. 307 millions de dollars de fonds publics, rien que sur la partie sécurité et infrastructure militaire, pour une salle de réception d'environ 1000 invités. C'est plus cher que la construction de plusieurs écoles publiques entières dans un pays où on répète depuis des années qu'il n'y a jamais assez d'argent pour les écoles. Et pendant ce temps-là, l'histoire officielle continuait de répéter que ce projet, votre argent, ne le touchait absolument pas. Franchement, l'homme qui promettait un projet entièrement autofinancé se retrouve à faire signer 300 millions de dollars de fonds fédéraux en douce. On appelle ça de l'autofinancement d'un genre particulier. Bon, revenons aux faits, parce que c'est là que ça redevient sérieux. L'argument le plus solide de l'autre côté, et il faut lui reconnaître une vraie cohérence, ce n'est même pas celui de Donald Trump lui-même. C'est celui de la juge dissidente de cette même cour, la juge Naomi Rao, et sa position mérite d'être présentée honnêtement sans la déformer. Selon elle, le National Trust for Historic Preservation n'avait tout simplement pas la qualité pour agir en justice sur ce dossier. Elle écrit mot pour mot que le tribunal de première instance s'est arrogé la supervision du chantier de la Maison-Blanche et que ses collègues, en confirmant cette décision, validant selon elle un dépassement judiciaire. Elle ajoute que la salle de bal relève probablement de l'autorité légitime du président pour améliorer la résidence exécutive. Selon elle, le tribunal a fait passer le déplaisir esthétique d'un simple passant avant les intérêts de sécurité du gouvernement. C'est un argument juridique sérieux porté par une juge fédérale, pas une opinion de plateau télé. Sauf que même ce point de vue-là ne répond pas à l'essentiel documenté par la majorité. Que le National Trust ait ou non la qualité pour agir ne change rien au constat central de l'arrêt. Aucune autorisation du Congrès n'a jamais été obtenue avant la démolition, alors que 2 siècles de précédents l'exigeaient.
Et il y a pire, un fait que même la dissidence ne conteste pas. Les rapports environnementaux internes, ceux que l'Agence du Parc national devait publier avant tout chantier, ont été gardés secrets sans la moindre explication. Ces rapports, obtenus plus tard dans la phase de découverte du procès, concluaient eux-mêmes que le projet ne devrait pas être construit tel quel. Ils le savaient et ils l'ont caché. Ce sentiment que vous aviez peut être, en voyant les images de l'aile et réduite en gravat en à peine 3 jours, que quelque chose clochait dans cette précipitation, ce sentiment était fondé. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était du bon sens appliqué à un chantier qui avançait plus vite que la loi ne le permettait. Le vrai problème commence ici. Ce que cette affaire révèle, ce n'est pas un simple différend architectural entre un président et des historiens un peu nostalgiques. C'est un schéma répété où l'exécutif teste jusqu'où il peut aller avant qu'une institution ne le rattrape. Et la Cour, dans son arrêt, insiste précisément sur ce point constitutionnel. Elle écrit que la Constitution confie au Congrès, pas à l'exécutif, la responsabilité de décider si des changements physiques à la Maison-Blanche peuvent avancer, même quand on les habille d'arguments de sécurité. Ceux qui ne regardent que les gros titres ratent exactement la partie qui compte ici. Le titre dit qu'un chantier est arrêté. Le contenu de l'arrêt dit qu'une administration entière a menti 2 fois de suite devant un tribunal fédéral et qu'elle a caché ses propres rapports environnementaux défavorables. Ce n'est pas la même histoire. Et c'est précisément la différence entre lire un gros titre et lire 101 pages. Qui sème le vent récolte la tempête. Et là, la tempête arrive sous la forme d'une décision de justice de sang, une page écrite par des juges qui n'ont visiblement pas apprécié qu'on leur mente 2 fois dans le même dossier. Ils n'ont pas menti 1 fois. Ils ont menti 2 fois, dans 2 directions opposées, selon ce qui les arrangeait ce jour-là. Et pendant que la justice fédérale déroulait tout ça méthodiquement, sur le terrain politique, l'opinion publique n'a pas suivi non plus. Un sondage réalisé par le Washington Post, ABC News et Ipsos, en octobre 2025, montrait que 56% des Américains s'opposaient à la démolition de l'aile et au projet de salle de bal. Une majorité claire, avant même que l'ampleur du financement public ne soit pleinement documentée quelques mois plus tard. Vous trouvez ça normal qu'un projet rejeté par la majorité des Américains, financé en partie par des fonds publics présentés comme entièrement privés, ait quand même été lancé au bulldozer en 3 jours, sans attendre ni le Congrès ni les rapports environnementaux de sa propre administration? C'est pas la première fois que ce schéma se répète d'ailleurs. Annoncer un chiffre flatteur en conférence de presse, laisser les détails techniques se noyer dans des documents administratifs que personne ne lit, puis, des mois plus tard, laisser une agence de presse indépendante ou une décision de justice révéler l'écart. C'est jamais la première version qui coule un dossier. C'est toujours la dissimulation qui suit. Il y a une raison pour laquelle ce genre de détails financiers ne fait jamais vraiment la une des grandes chaînes conservatrices. C'est pas un oubli éditorial. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Sur Fox News et les chaînes qui lui ressemblent, l'histoire s'arrête généralement à l'esthétique du projet, jamais à la contradiction documentée par une cour fédérale, ni à la ventilation exacte du budget. En restant sur les résumés de 30 secondes, ce fil-là vous échappe complètement. Il faut aller chercher les 101 pages de l'arrêt, les documents obtenus par le Washington Post, le détail ligne par ligne du sondage, pour voir la structure complète. Et cette structure, une fois assemblée, raconte une histoire bien plus grave que celle d'un chantier arrêté par des juges tatillons. Et pendant que les documents financiers sortaient au compte-gouttes, des élus démocrates au Congrès ont commencé à poser la question directement, en public, en demandant à combien de reprises l'administration avait juré, main sur le cœur, que pas un centime public ne serait dépensé. La réponse document à l'appui, c'est que cette promesse-là ne tenait déjà plus au moment même où on continuait de la répéter. C'était pas gratuit pour vous parce que c'était un cadeau. C'était gratuit pour vous parce que personne ne vous a laissé lire la facture. Revenez avec moi à la question du départ. On a commencé avec une promesse répétée publiquement, 0 centime de fonds publics. Une cour fédérale vient de confirmer, dans le détail le plus juridique possible, que cette promesse ne correspond ni aux faits, ni aux chiffres. Vous êtes venu pour une histoire de chantier bloqué. Vous repartez avec la preuve documentée de 2 mensonges distincts. L'un juridique devant un tribunal fédéral, l'autre financier devant l'opinion publique. 2 mensonges nés dans la même affaire, portés par la même administration. C'est pas un accident de communication, c'est une méthode
annoncer une version qui rassure, puis, une fois coincé par les faits, en produire une autre qui contredit la première, en espérant que personne n'ait le temps ou l'envie de comparer les deux. Et la suite s'annonce déjà plus compliquée, pas moins. La Cour a suspendu sa propre décision pendant 14 jours, le temps que l'administration Trump puisse porter l'affaire devant la Cour suprême, ce qu'elle a d'ailleurs déjà annoncé vouloir faire. Il est tout à fait possible que la Cour suprême accorde un sursis temporaire et laisse la construction reprendre le temps de l'examen du dossier. Mais à terme, je pense que la décision de la Cour d'appel sera confirmée et que ce qui reste du chantier de l'aile restera figé, à moitié construit, pendant des années. Un symbole permanent planté au cœur du parc présidentiel. Et l'habit ne fait pas le moine. Une carcasse de chantier inachevée ne fera jamais oublier ce que cette affaire a révélé sur la façon dont ce dossier a été géré depuis le premier jour. Et pendant que cette question reste sans réponse au sommet, ce sont les contribuables qui absorbent le coût réel de ce chantier à moitié public, pendant que les porte-paroles continuent, eux, de répéter que tout ceci n'a jamais coûté un centime à personne. Je vous promets une chose, dès que la Cour suprême se prononcera sur cette affaire, vous le saurez ici en premier, avec la même méthode, page par page, preuve par preuve. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite, parce que ce dossier, malgré la trêve de 14 jours, est très loin d'être terminé.